Dans le rapport officiel du médecin légiste, un document dépourvu d'émotion, il n'y avait que quelques lignes qui devinrent le point de départ de toute l'affaire. Trouver des dommages graves aux tissus mous et de nombreux hématomes, indiquant un traitement spécialement cruel. Ces faits secs, imprimés sur papier, transférèrent immédiatement l'affaire dans la catégorie des crimes spécialement graves. Ils posèrent immédiatement la question principale et la plus terrible. Qui et pourquoi commis un tel acte ? Tout commença le 16 octobre 2011. C'était un dimanche froid. La carrière de gravier de Cedar Creek, située à quelques kilomètres de la ville, était vide ce jour-là. Ni rugissement de moteur, ni fracas de broyeuse. Vers 2h de l'après-midi, l'un des ouvriers, un homme appelé Gary, faisait une ronde de routine du territoire dans sa camionnette. En passant par l'une des fosses inondées, il remarqua une tache brillante au bord de l'eau qui ne s'intégrait pas dans le paysage automnal gris. Il arrêta la voiture, s'approcha et se rendit compte que devant lui se trouvait une découverte terrible. Le premier appel au service d'urgence 911 fut enregistré à 14h17. Une patrouille sortit immédiatement sur les lieux, suivie par le groupe d'enquête. Le territoire de la carrière fut isolé. L'examen initial fut réalisé dans des conditions difficiles. Les restes étaient chauds partiellement dans l'eau glacée, et la zone ouverte était exposée au vent, ce qui pourrait détruire des indices potentiels. Les enquêteurs remarquèrent immédiatement que la fille ne portait pas de vêtements supérieurs, et les multiples blessures pointaient directement vers le fait que sa vie fut interrompue violemment. Aucun effet personnel, ni sac, ni téléphone, ni document, ne fut trouvé dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres. La police n'avait pas un seul indice immédiat qui pourrait jeter de la lumière sur l'identité de la victime. Seulement le soir, après que la découverte fut emmenée à la morgue et que les empreintes digitales furent collectées, l'affaire sortit de l'impasse. La base de données retourna une correspondance. La victime était Clara Bates, une jeune résidente de Cedar Creek. Selon les registres policiers, ses parents avaient présenté un rapport de disparition le vendredi soir, 14 octobre. Elle n'était pas rentrée à la maison de l'école. Maintenant, l'affaire de disparition fut automatiquement reclassifiée comme une enquête. La question « Qui est-ce ?» fut répondue, mais face aux blessures cruelles décrites dans le rapport, maintenant surgissait une nouvelle question, beaucoup plus effrayante. Que s'était-il exactement passé avec Clara pendant ces 2 jours, pendant que toute la ville la cherchait? Pour comprendre ce qui a mal tourné pendant ces 2 jours, il faut d'abord voir comment était la vie de Clara avant eux. Dans l'une des dernières photos de famille, prise seulement 1 mois avant les événements, elle est entre les parents embrassant le petit frère. Un sourire légèrement timide, des cheveux blonds longs, une adolescente ordinaire en jeans et sweatshirt. Dans le protocole du premier interrogatoire, son père, Mark Butts, dira aux enquêteurs une phrase simple qui la décrivait le mieux. Elle était notre lumière, une fille tranquille, casanière. Cette image d'une personne vivante et aimée créait un contraste monstrueux avec cette découverte terrible dans la carrière froide. Clara Bates était élève de 8e année de l'école secondaire de Cedar Creek. Elle vivait avec les parents, Mark et Suzanne, et le frère de 7 ans, Tom, dans une petite maison à 2 étages en périphérie de la ville. Sa vie, selon les témoignages de la famille et des amis, était absolument prévisible et mesurée. Le matin, le père la conduisait jusqu'à l'école. Après les cours, elle rentrait à la maison à pied par la même route. Un sentier court dans la forêt qui raccourcissait le chemin vers son quartier. Les amis la décrivaient comme un peu timide, mais bonne. Elle aimait dessiner et passait beaucoup de temps à la maison, aidant la mère avec le petit frère. Dans les matériaux de l'affaire se trouve le témoignage de sa meilleure amie, Sarah, qui s'asseyait avec elle au même pupitre. Le vendredi, tout était comme toujours, disait Sarah. Nous avons parlé pendant la récréation, discuté du devoir d'histoire. Clara dit qu'elle devait arriver à la maison plus vite parce qu'elle avait promis à sa mère d'aider avec le dîner. Rien d'étrange. Elle ne semblait pas inquiète. Sa mère, Susan Bates, confirma cela lors de l'interrogatoire.
Elle était très responsable. Si elle disait qu'elle viendrait, alors elle venait. Ce jour-là, elle devait revenir jusqu'à 4 heures au maximum. Le jour de sa disparition, le vendredi 14 octobre, Clara Bates agit strictement selon sa routine habituelle. Elle était à l'école, sortie après le dernier cours vers 15h15 et, comme toujours, se dirigea vers le sentier de la forêt. Aucune déviation de la route habituelle ne fut enregistrée. Elle n'avait pas rendez-vous avec des amis, n'avait pas prévu d'aller au centre commercial ou ailleurs. Elle allait simplement à la maison. Et cela devint la principale énigme pour l'enquête. Comment une personne peut-elle disparaître sans trace de sa route habituelle, familière jusqu'à chaque pierre? La dernière fois que Clara Bates fut vue vivante fut vers 15h30 de l'après-midi, quand elle sortit du sentier de la forêt vers la rue qui menait à sa maison. Jusqu'au porche, il ne restait pas plus de 800 mètres, 10 minutes de marche tranquille. Ce tronçon court et familier depuis l'enfance devint la scène principale de la tragédie qui se déroula. Que pourrait-il s'être passé dans ces quelques mètres? Le jour 14 octobre 2011, vendredi, fut absolument ordinaire pour Clara. Le matin, elle alla à l'école comme toujours. Pendant les récréations, elle parla avec les amis. Pendant les cours, elle prit des notes dans le cahier. Aucun conflit, aucune conversation étrange. Sa meilleure amie Sarah racontera plus tard aux enquêteurs qu'après le dernier cours, vers 15h15, elles sortirent ensemble de l'école. Clara dit qu'elle était pressée d'arriver à la maison parce qu'elle avait promis à sa mère d'aider avec le dîner et fit signe d'adieu. Elle était dans son humeur habituelle. Le témoin qui la vit en dernier fut une voisine âgée, Madame Green. Elle promenait son chien et vit comment Clara sortit du sentier. Selon ses mots, la fille marchait de sa manière habituelle, avec des écouteurs. Elle ne regardait pas en arrière, ne semblait pas effrayée. Elle allait simplement à la maison. À la maison, sa mère Suzanne l'attendait. Quand l'horloge montra 4 heures et Clara n'était toujours pas là, elle ne s'inquiéta pas. Elle aurait pu être en retard en parlant avec une amie, mais quand une demi-heure passa, puis 1 heure, l'inquiétude commença à grandir. Suzanne appela Sarah, mais elle confirma que Clara était partie à la maison peu après les cours. Elle appela d'autres camarades de classe. Personne ne l'avait vue. Le téléphone de Clara elle-même était inaccessible. À 6 heures du soir, quand il faisait déjà noir dans la rue et que le mari revint du travail, la panique devint réelle. À 18h45, Susan Bates composa 911 et rapporta la disparition de sa fille. Ainsi se forma un vide temporel et géographique clair. À 16h30, Clara était à 800 mètres de la maison. À 18h45, ses parents appelaient déjà la police. Elle disparut sur un tronçon court et bien éclairé de la rue dans un quartier résidentiel tranquille. La police initia les mesures de recherche standards, interrogeant les voisins et fouillant les environs avec des lampes de poche. Mais sur ce tronçon, rien ne fut trouvé. Ni signe de lutte, ni objets abandonnés, ni témoins qui virent dans quelque chose de suspect. Clara Bates s'évapora simplement. Quand une personne s'évapore simplement, comme cela arriva avec Clara Bates, l'enquête initiale se transforme en chaos de centaines de petits détails. La police de Cedar Creek fit face exactement à cela. Des dizaines d'appels de résidents inquiets, des volontaires fouillant chaque buisson, des voisins se rappelant n'importe quel détail. La plupart de ces témoignages étaient simplement du bruit. Quelqu'un vit une voiture inconnue, quelqu'un entendit un chien aboyer. Mais parmi toute cette agitation, les détectives soulignèrent un détail qui initialement semblait insignifiant, mais se répétait dans plusieurs récits indépendants. Un détail sur une patrouille de police. Immédiatement après le rapport de disparition, la police agit selon le protocole standard. Ils parcoururent répétitivement la route de 800 mètres de Clara du sentier de la forêt jusqu'à sa maison. Des spécialistes avec des chiens fouillèrent la forêt adjacente, mais les chiens ne captèrent pas la trace. Elle s'interrompait directement sur l'asphalte de la rue. Les détectives interrogèrent chaque résident, posant les mêmes questions.
Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel vendredi après-midi? Avez-vous entendu des cris? Avez-vous remarqué des étrangers? La plupart des réponses furent négatives, mais le témoignage clé fut donné par cette même Madame Green qui vit Clara vivante pour la dernière fois. Dans sa déclaration officielle, enregistrée le jour suivant la disparition, elle disait « Oui, j'ai vu Clara. Elle allait à la maison. Et un peu après, quand je revenais déjà, une patrouille de police passa près de moi très lentement. J'ai même pensé que nous avons un quartier tranquille. Pourquoi patrouiller ici? Mais je n'y ai pas accordé d'importance. Quand on demanda de décrire l'automobile, elle dit avec assurance que c'était un modèle ancien. Ford Crown Victoria. Grand, blanc, avec une bande bleue. Elle se souvenait bien de ces voitures parce que son défunt mari avait une fois servi dans la police. Elle ajouta que la voiture se déplaçait de façon anormalement lente, comme si le conducteur cherchait quelque chose. Cette information rendit les enquêteurs tendus. D'abord, ils vérifièrent les registres d'appels et la programmation des patrouilles du 14 octobre. Le résultat fut sans équivoque. Dans l'intervalle entre 16h et 30 minutes et 18h, il n'y eut pas une seule patrouille officielle dans le quartier où vivait la famille Bates. Le répartiteur confirma qu'aucun appel n'était arrivé de là. Alors les détectives allèrent plus loin et vérifièrent la flotte du poste. Il s'avéra que les Ford Crown Victoria furent retirés de la flotte de la police de Cedar Creek plusieurs années auparavant. Ils furent remplacés par des modèles plus modernes et économiques. La voiture que Madame Green décrivit avec tant d'assurance ne pourrait pas appartenir à la police locale. Ce fut le moment décisif. Le témoignage sur le véhicule de police cessa d'être simplement du bruit de fond et se transforma en la première piste sérieuse. Si ce n'était pas une patrouille officielle, cela signifiait que quelqu'un imitait intentionnellement un représentant de l'autorité. La version sur l'enlèvement fortuit passa au second plan. Maintenant, l'enquête considérait un scénario beaucoup plus terrifiant. Dans leur ville tranquille agissait une personne qui utilisait le symbole de confiance et de sécurité, un véhicule de police, comme outil de chasse. L'enquête changea de direction. Maintenant, ils cherchaient non pas simplement un criminel, ils cherchaient un faux policier. Pendant qu'un groupe d'enquêteurs tentait de trouver des traces du véhicule de police inexistant, élaborant des listes de voitures radiées, un autre s'occupait d'un travail plus prosaïque. Vérification de tous ceux qui pourraient avoir n'importe quel motif ou opportunité. Et très rapidement dans l'affaire apparut la première personne d'intérêt officielle pour l'enquête. Ce fut Ryan, 17 ans, un jeune local bien connu de la police. Pour les détectives, c'était un scénario familier et compréhensible. Quand un malheur arrive, on vérifie d'abord ceux qui sont déjà tombés dans le champ de vision de la loi. Le dossier de Ryan n'était pas vide. À 17 ans, il avait déjà plusieurs arrestations pour petit vandalisme, vol à l'étalage et participation à des bagarres. Il n'était pas un criminel invétéré, plutôt un adolescent à problème de famille déstructuré qui tentait de s'affirmer de la seule manière accessible pour lui. Il séchait fréquemment les cours, et selon plusieurs camarades de classe de Clara, avec ses amis, il aimait passer du temps justement sur ce sentier de la forêt où elle disparut. Pour eux, c'était un endroit caché des yeux des adultes. Le moment clé qui fit que la police lui prêta une attention spéciale furent les témoignages de plusieurs adolescents. Ils racontèrent qu'environ une semaine avant la disparition de Clara, Ryan eut un conflit avec un groupe d'étudiants plus jeunes, parmi lesquels étaient des connaissances de Clara. La discussion fut forte, avec insultes et menaces. Ryan se comporta très agressivement. Bien que Clara elle-même n'ait pas participé à ce conflit, elle en fut témoin. Cela fut suffisant pour appeler Ryan à interrogatoire. La première conversation avec les enquêteurs fut tendue. Ryan se comporta de façon provocante, nia toute implication, et affirma qu'il ne savait même pas qui était Clara Bates. Quand ils lui demandèrent où il était le vendredi soir, 14 octobre, il donna une réponse très vague, en balade avec des amis quelque part en ville. Il ne put ou ne voulut nommer ni les noms des amis, ni l'endroit spécifique. Un tel comportement et alibi faible ne firent qu'intensifier les soupçons. Pour la police, il était le candidat idéal. Il avait accès au lieu du crime, une réputation de jeune agressif,
et l'absence d'explication claire de où il était au moment où Clara disparut. Pendant quelque temps, la version avec le faux policier resta au second plan. Toutes les forces furent dirigées vers la vérification de Ryan. Ce fut un pas standard et logique de l'enquête. Les détectives étaient assez convaincus que s'ils pressaient adéquatement, son histoire s'effondrerait. Maintenant, la tâche principale était de briser son alibi et prouver que cette nuit-là, il n'était pas quelque part en ville, mais sur ce sentier. Pendant que toutes les forces de l'enquête furent dirigées vers briser l'alibi de Ryan, parallèlement se produisirent deux événements qui devaient complètement changer le cours de l'affaire. Le premier, après plusieurs interrogatoires tendus, Ryan fournit finalement un alibi clair. Le second, le 20 octobre, arriva sur le bureau du détective principal le rapport complet du légiste. Et dans ce rapport, entre termes médicaux secs, se cachait un indice qui initialement semblait insignifiant, quelques fibres bleues étranges. La vérification de Ryan fut difficile. Il continua de se comporter de façon insolente, mais les enquêteurs voyaient noix que derrière sa bravade se cachait la peur. Au troisième interrogatoire, quand ils lui dirent directement qu'il était le principal suspect dans l'affaire de meurtre, il craqua. Le jeune homme arrêta de tourner autour du pot et raconta finalement où il était cette nuit-là. Selon ses paroles, lui et un ami prirent la vieille voiture du beau-père et allèrent dans une ville voisine, située à 60 km de Cedar Creek. L'objectif du voyage était prosaïque, acheter des cigarettes bon marché dans une station connue pour ses prix bas. Il nomma l'ami et l'horaire approximatif quand ils y étaient. L'histoire semblait plausible, mais nécessitait une vérification soigneuse. En même temps, le laboratoire de criminalistique termina son travail. Le rapport confirma les conclusions préliminaires. La cause de la mort de Clara fut l'asphyxie. Mais le plus important était dans la section sur les micro-indices. Dans ses vêtements, principalement dans le col de la veste et dans le jean, les spécialistes découvrirent plusieurs fibres bleu foncé. L'analyse montra que c'était un tissu synthétique épais, ne ressemblant ni à du matériau de vêtements, ni à de la tapisserie automobile standard. Les fibres étaient aux courtes et rigides, comme d'un uniforme de travail ancien ou quelque raccommodage artisanal. Ce détail fut enregistré dans l'affaire, mais n'avait encore aucun contexte. Le dénouement arriva rapidement. Les détectives envoyés pour vérifier l'alibi de Ryan revinrent avec des nouvelles. La station dans la ville voisine était réellement équipée de caméras de surveillance. Et dans l'enregistrement du 14 octobre, avec horodatage de 16h45, on voyait clairement comment Ryan et son ami étaient à la caisse achetant des cigarettes. L'horaire coïncidait avec le moment de la disparition de Clara avec marge d'erreur de quelques minutes. Physiquement, ils ne pouvaient pas être à deux endroits en même temps. L'alibi était de fer. Ryan fut immédiatement exclu du cercle des suspects. Et à ce moment, l'enquête arriva à une impasse. Le suspect le plus évident et logique se révéla innocent. La police se retrouva avec rien, ou plutôt, avec deux pistes étranges, non connectées entre elles, témoignages sur un véhicule de police ancien qui ne devrait pas être en ville, et une poignée de fibres bleues énigmatiques. L'affaire qui pendant un moment sembla presque résolue, se transforma à nouveau en énigme sans un seul indice. Quand l'enquête arrive à une impasse, la police n'a qu'un chemin, lent, exhaustif et fréquemment ingrat. La version avec Ryan, qui semblait si prometteuse, s'effondra après vérification de l'alibi. Les détectives se retrouvèrent à nouveau au point initial, ayant en main seulement deux pistes étranges, non connectées entre elles, témoignages sur un véhicule de police ancien et une poignée de fibres bleues énigmatiques. Et alors, dans l'une des réunions matinales, dans une atmosphère de désespoir presque palpable, le chef du groupe investigatif prit une décision que beaucoup considérèrent comme un geste de désespoir. Ils décidèrent de vérifier chaque propriétaire d'automobile de police radié Ford Crown Victoria sur le territoire de toute la province d'Alberta et même dans les régions voisines. C'était comme chercher une aiguille spécifique, non pas dans une botte de foin, mais dans des centaines de bottes de foin éparpillées sur des milliers de kilomètres carrés des prairies canadiennes.
commença une opération policière à grande échelle qui ressemblait plus à du travail d'archiviste qu'à une enquête. Plusieurs détectives furent retirés d'autres affaires et dirigés vers l'élaboration de listes. Et là, ils firent là face au premier problème sérieux. En 2011, il n'existait simplement pas de base de données électroniques unifiée sur de telles automobiles. L'information était fragmentée. Une partie était stockée dans le département de transport d'Alberta, une partie dans les archives de maisons d'enchères qui s'occupèrent de la vente de propriétés d'État. Les données sur les voitures vendues à d'autres provinces devaient être demandées séparément et chaque telle demande prenait des jours, parfois des semaines. L'un des enquêteurs se souvint plus tard comment il passa une journée entière au téléphone avec un collègue de Saskatchewan, tentant de traquer une voiture qui, comme il se révéla, avait déjà été démantelée pour pièces depuis 5 ans, mais selon les documents figurait encore comme en fonctionnement. Après 3 semaines de travail titanesque, ils eurent finalement une liste initiale. Elle contenait 247 automobiles enregistrées en Alberta et 89 de plus dans les voisines Colombie-Britannique et Saskatchewan. Chaque nom, chaque adresse dans cette liste devait être vérifiée personnellement. Et alors commença la seconde phase, encore plus exhaustive. Travail de terrain. Les détectives se divisèrent en groupes et commencèrent méthodiquement à visiter les propriétaires. Ils allèrent dans de grandes villes comme Calgary et Edmonton, dans de petites colonies de fermiers où tout le monde se connaît, dans des maisons distantes au milieu de champs infinis. Le scénario était presque toujours le même. Ils montraient l'identification, expliquaient la raison de la visite sans entrer dans les détails de l'affaire et posèrent des questions standards. Où étiez-vous la nuit du 14 octobre ? Qui peut le confirmer ? Pouvons-nous examiner votre automobile ? La plupart des propriétaires étaient des gens ordinaires et coopéraient en volontiers. Les détectives trouvèrent des collectionneurs âgés qui, dans leur garage, avaient des voitures parfaitement restaurées, brillant de chrome. Ils interrogèrent des mécaniciens qui appréciaient les vieux Ford pour leur fiabilité et simplicité de réparation. Ils conversèrent avec de jeunes hommes qui achetaient ces voitures pour le moteur puissant et l'apparence brutale. Chaque fois, ils examinaient l'intérieur, cherchaient là quelque chose d'inhabituel, mais ne trouvèrent rien. Les semaines se transformèrent en mois. Novembre passa, la première neige tomba. Dans les fenêtres des maisons commencèrent à apparaître des guirlandes de Noël, un rappel amer pour les enquêteurs de la famille Bates, pour qui cette fête ne serait plus jamais la même. La liste diminuait lentement, mais l'affaire ne sortait pas de l'impasse. L'espoir de résultats rapides s'éteignait, étant remplacé par un désespoir silencieux. Il semblait qu'ils remuaient simplement des papiers et perdèrent du temps en vain, pendant que le vrai criminel quelque part là-dehors, en liberté, continuait de vivre sa vie ordinaire, peu remarquable. Ce travail monotone et épuisant continua tout l'automne et le début de l'hiver. Des centaines d'heures dépensées en appels et voyages, des milliers de kilomètres parcourus dans les véhicules de police. Et tout ce temps, il semblait que l'enquête ne bougeait pas du point mort. Mais en janvier 2012, après avoir filtré tous ceux qui avaient des alibis de fer ou dont les voitures ne correspondaient qu'au pas à la description, l'énorme liste de centaines de noms se réduisit finalement à 15. 15 personnes vivant dans un rayon de 300 km de Cedar Creek. C'était la dernière sélection la plus concentrée. Propriétaire numéro 1, fermier qui ce jour-là était à une vente aux enchères de bétail confirmée par des dizaines de témoins. Propriétaire numéro 2, jeune étudiant, sa voiture était en réparation, confirmée par les documents de l'atelier. Propriétaire numéro 3, numéro 4, numéro 5. Les vérifications suivaient l'une après l'autre et chacune se terminait par rien. Et puis le tour arriva au numéro 7 de cette liste, Arthur Hale. Le processus de filtrage fut logique, mais laborieux. Les enquêteurs décidèrent de se concentrer sur la géographie. Ils dessinèrent sur la carte un cercle de rayon de 300 km avec centre à Cedar Creek. C'était la distance maximale que le criminel pourrait parcourir en quelques heures sans éveiller les soupçons. Tous ceux qui vivaient plus loin furent temporairement mis de côté.
Ainsi, la liste se réduisit à 15 noms. Maintenant, il n'était pas nécessaire de voyager dans toute la province. Commença la phase finale, plus soigneuse de vérification. Les détectives repartirent en voyage, mais cette fois, leurs visites furent plus détaillées. Ils ne posaient pas simplement des questions, ils examinaient soigneusement les voitures, cherchaient toute discordance, toute bizarrerie. Les premières visites n'apportèrent rien. L'un des propriétaires s'avéra être routier, et le tachographe de son camion montra que le 14 octobre, il était à 1000 km de Cedar Creek. Un autre, homme âgé, qui ne sortait presque pas de chez lui après la mort de sa femme. Ses voisins confirmèrent que sa vieille Ford n'était pas sortie du garage depuis des semaines. Chaque fois, les détectives repartaient avec un sentiment de déception. La liste diminuait, et avec elle diminuait l'espoir. Il semblait que cette dernière piste se révélerait aussi fausse. Et puis, le 5 février 2012, le tour arriva à Arthur Hale. Contrairement à la plupart des personnes sur la liste, il ne vivait pas quelque part au loin, mais ici même, à Cedar Creek, à seulement quelques pâtés de maison de la famille Bates. 2 détectives, fatigués d'infinies excursions sans résultat, arrivèrent à sa petite maison sans rien de remarquable. Pour eux, c'était juste une autre visite, un autre nom qui, probablement, devrait être rayé. Ils ne savaient ça qu'au pas encore que leur travail de mois, monotone, les avait finalement menés à la bonne porte. L'enquête cessa d'être une routine bureaucratique et était sur le point de gagner un visage concret et vivant. 2 détectives, fatigués de mois de recherche sans résultat, s'approchèrent de la porte d'Arthur Hale sans grandes attentes. Pour eux, c'était juste une autre visite, un autre nom sur la liste. La porte fut ouverte par un homme d'âge moyen, d'apparence sans rien de remarquable. Arthur Hale. Il était calme, même cordial. Quand les détectives se présentèrent et expliquèrent la raison de la visite, il accepta sans hésitation de coopérer. Il les mena à son garage où se trouvait cette Ford Crown Victoria blanche. L'examen initial de la voiture ne donna absolument rien. Elle était propre. À l'intérieur, il n'y avait rien de suspect. Les détectives étaient déjà prêts à le remercier pour le temps accordé et partir, mais l'un d'eux, le plus gradé, décida de faire une dernière vérification. Et ce qui l'arrêta fut un détail sur la porte arrière, un détail qu'une personne ordinaire ne remarquerait jamais. Selon le protocole, le premier contact avec Hale se déroula absolument tranquillement. À la question où il était la nuit du 14 octobre, il répondit calmement et sans hésiter « J'étais à la maison, toute la nuit à regarder la télévision. » La Libye était faible, sans témoin, mais dans sa voix, il n'y avait pas l'ombre de nervosité. Il proposa lui-même d'examiner la voiture. « Bien sûr, les gars, regardez, je n'ai rien à cacher. » Dans le garage, c'était propre et rangé, comme dans la maison. La voiture semblait bien entretenue pour son âge. Le détective senior, homme avec 20 ans d'expérience, fit le tour de l'automobile, regarda à l'intérieur à travers la vitre. Tout était en ordre. Il allait partir, mais quelque chose le fit ouvrir la porte arrière. Il tira la poignée, la porte s'ouvrit et il regarda à l'intérieur. Et c'est là qu'il vit ce qui fit battre son cœur plus fort. À l'intérieur, sur le revêtement de la porte arrière, il n'y avait pas de poignée pour l'ouvrir. Pour tout policier, c'était un signal. L'absence de poignée interne sur les portes arrière est une modification standard pour les véhicules de police. Elle est faite pour que le détenu ne puisse pas ouvrir la porte et s'enfuir pendant le transport. Le détective, essayant de ne pas montrer son agitation, demanda négligemment « Et où sont les poignées sur les portes arrière ?» Arthur Hale, sans ciller, répondit « Ah, ça. Je pense que c'est une caractéristique d'usine pour ce modèle. Je l'ai acheté comme ça dans une vente aux enchères. » Il disait cela avec tant d'assurance qu'un policier moins expérimenté aurait pu le croire. Mais le détective savait que c'était un mensonge absolu et éhonté. Par la loi,
lors de la vente d'automobiles policières réformées pour civils, toutes les modifications spéciales doivent être éliminées. L'installation de poignées internes sur les portes arrière était une exigence obligatoire de sécurité. L'explication de Hale n'était pas simplement invraisemblable, elle était impossible. Ce seul détail, ce petit mensonge, transforma instantanément Arthur Hale de l'un de la liste en principal et unique suspect. Les détectives remercièrent poliment sa coopération, montèrent dans leur voiture et s'éloignèrent de la maison. Leur prochaine halte ne fut pas le commissariat, mais le tribunal. Le mensonge de Hale devint cette base irréfutable nécessaire pour obtenir un mandat de perquisition complète et minutieuse de son automobile et de sa maison. Obtenant le mandat, les détectives agirent rapidement. Ils ne voulaient pas donner à Arthur Hale une seule chance de cacher ou détruire des preuves. En quelques heures, arriva à sa maison non pas un véhicule de police, mais un convoi entier. Plusieurs automobiles avec des détectives et un fourgon du laboratoire de criminalistique. Quand ils présentèrent à Hale le mandat de perquisition, son calme extérieur se fissura pour la première fois. Sur son visage passa une surprise mélangée de peur, mais il se contrôla rapidement et s'écarta silencieusement, laissant les policiers entrer dans la maison. La perquisition commença simultanément dans la maison et le garage. Et presque immédiatement, les enquêteurs commencèrent à trouver des choses qui confirmaient leurs pires craintes. Dans l'armoire de la chambre, soigneusement pendu sur le cintre, se trouvait un uniforme bleu foncé, très semblable à celui de la police. Et dans une boîte au grenier, il y avait une sirène amovible bleue, exactement pareille à celle qu'utilisent les véhicules de police sans signe d'identification. C'était la preuve directe qu'ils avaient trouvé l'imitateur. Mais cela ne prouvait pas encore sa connexion avec Clara Bates. L'attention principale des criminalistiques était concentrée sur l'automobile. La Ford Crown Victoria blanche fut emmenée au fourgon du laboratoire pour examen complet et minutieux. Les spécialistes commencèrent méthodiquement à travailler, centimètre par centimètre, étudiant chaque coin de la voiture. Ils utilisèrent des lampes spéciales pour chercher des vestiges biologiques, collectèrent des échantillons du rembourrage, volant, pédales. Extérieurement, la voiture semblait encore propre, mais quand l'un des criminalistiques commença à examiner le siège arrière, il trouva un détail qui attira immédiatement son attention. Sur le revêtement de vinyle, juste au centre, on voyait un petit vestige brûlé, comme de cigarette. Et ce vestige était couvert par une pièce artisanale. C'était un morceau grossièrement coupé de quelques tissus denses, cousus avec des points irréguliers et précipités. Le tissu était bleu foncé. Pendant qu'un groupe travaillait avec la voiture, un autre continuait la perquisition dans la maison. En plus de l'uniforme et de la sirène, ils trouvèrent d'autres choses intéressantes. Dans le tiroir de la table, il y avait un scanner de police ancien, réglé sur la fréquence du poste local. Sur l'ordinateur de Hale, dans l'historique du navigateur, furent trouvées des recherches sur la vente d'équipements policiers réformés. Tout cela s'assemblait en une image unique. Arthur Hale était obsédé par l'idée de pouvoir et d'organes de sécurité. Il n'avait pas simplement acheté une vieille voiture, il créait intentionnellement pour lui l'image de policier, collectionnant attributs et équipements. Il jouait au policier et, apparemment, à un moment donné, ce jeu alla trop loin. Mais tout cela était des preuves indirectes. Elles prouvaient que Hale était une personne étrange et potentiellement dangereuse. Mais pour une accusation de meurtre, ce n'était pas suffisant. Il fallait une connexion directe et irréfutable avec la victime. Et cette connexion fut trouvée. Quand le criminalistique qui examinait la voiture rapporta sur la pièce trouvée, le détective principal demanda immédiatement le rapport du médecin légiste. Il ouvrit la page avec la description des micro-indices et lut attentivement les lignes « Trouvé, microfibres de tissu synthétique épais, couleur bleu foncé, non-rembourrage automobile standard ». La description correspondait parfaitement avec ce qu'ils voyaient sur le siège arrière. Ce fut le moment qu'ils attendaient depuis des mois. Les fibres bleues énigmatiques, qui jusqu'alors n'étaient qu'un détail sans sens,
gagnèrent à leur origine. Elles appartenaient à cette pièce laide et artisanale dans la voiture d'Arthur Hale. Il n'y avait plus de doute, ni de fausses pistes. L'enquête qui avait si longtemps erré dans l'obscurité sortit finalement sur le chemin direct. Arthur Hale cessa d'être simplement personne d'intérêt. Il devint le principal et unique suspect dans l'enlèvement et le meurtre de Clara Bates. Quand les enquêteurs commencèrent à rassembler des informations sur l'homme dont la voiture était devenue la preuve principale de l'affaire, ils firent face à un paradoxe. D'un côté, ils avèrent des preuves irréfutables, la pièce sur le siège, des fibres qui correspondaient à celles trouvées sur les vêtements de Clara, uniforme et sirène trouvées chez lui. D'un autre côté, la personnalité d'Arthur Hale lui-même était absolument vide. Les voisins le décrivaient comme un homme calme et inaperçu, qui saluait toujours, mais n'initiait jamais de longues conversations. Il vivait seul, travaillait comme gardien de nuit dans un entrepôt local et, apparemment, n'avait ni amis ni ennemis. La vérification initiale dans toutes les bases de données policières donna un résultat 0. Pas une arrestation, pas une amende, pas une mention. Sur le papier, Arthur Hale était un citoyen idéal, un homme invisible. Mais dans son passé se trouva un détail qui transforma instantanément cette image en poussière. À 19 ans, il s'était porté candidat pour servir dans la police. Il fut rejeté. Ce fait, découvert presque par hasard dans des archives poussiéreuses, fit que les enquêteurs creusèrent plus profondément. Ils envoyèrent une demande officielle et en quelques jours reçurent son dossier personnel de l'académie. Ce qu'ils lurent là jeta la lumière sur toutes les bizarreries de cette personne et leur donna finalement une explication possible de son acte monstrueux. La biographie était courte. Arthur Hale, 38 ans, né et grandi à Cedar Creek. Après l'école, il changea plusieurs fois d'emploi non qualifié jusqu'à ce qu'il y a 10 ans, il obtienne un emploi comme gardien de nuit, non marié, sans enfant. Cela semblait la biographie d'une personne des plus communes et pas du tout remarquable. Mais tout changeait quand les détectives arrivèrent à la dernière page du dossier, conclusion du psychologue qui avait mené les tests des candidats. C'était un document écrit il y a presque 20 ans, mais ces lignes sonnaient comme si elles décrivaient non pas le jeune candidat, mais le monstre qu'il recherchait. Le psychologue notait que malgré de bonnes données physiques et des résultats satisfaisants aux tests de logique, le candidat Hale démontrait une fixation clairement exprimée sur les attributs de pouvoir et de contrôle. Pendant l'entretien, il ne parlait pas du désir d'aider les gens ou de protéger la loi, mais de comment il est important d'être respecté et craint. Il décrivait avec enthousiasme l'uniforme, la voiture de patrouille, le droit d'utiliser la force. Le psychologue écrivit « Le candidat voit dans le service de police non pas un service à la société, mais la possibilité de légalement dominer les autres. » Plus loin, c'était pire. Dans le rapport furent présentés les résultats d'un test de personnalité qui révéla chez Hale un faible niveau d'empathie et des difficultés avec la reconnaissance des états émotionnels d'autres personnes. Aux questions sur des situations hypothétiques qui nécessitèrent de la compassion, il donnait des réponses froides et distantes, plus semblables à une analyse de problème qu'à une réaction humaine. La conclusion finale du psychologue fut catégorique et ne laissait aucun doute. Recommandation. Refuser l'admission au service. Le candidat démontre des signes de troubles narcissiques de la personnalité avec des tendances agressives cachées. Sa motivation est incompatible avec les objectifs et tâches des organes de sécurité. En situation stressante ou en recevant un pouvoir réel, il peut représenter un danger pour les autres. Ce document devint la clé de tout. Le refus d'admission à l'académie de police ne fut pas pour Arthur Hale simplement un échec. Ce fut l'effondrement de toute sa vie, l'humiliation principale qui détermina tout son destin ultérieur. On ne lui avait pas simplement refusé le travail de ses rêves. On avait officiellement déclaré qu'il était psychologiquement inadéquat, que son essence interne était vicieuse et dangereuse. Et alors, ne pouvant obtenir le pouvoir par voie légale, il décida de le créer pour lui-même.
Sa vie calme et inaperçue n'était qu'un déguisement. La nuit, quand la ville dormait, il mettait l'uniforme acheté, entrait dans sa voiture de patrouille, mise au rebut et sortait dans les rues. Il ne jouait pas simplement au policier. Il en devenait un. Dans cette vie secrète, il était fort, significatif et tout-puissant. Il était ce qu'on lui avait interdit d'être. Et dans une nuit terrible d'octobre, sa fantaisie perverse se heurta à la réalité quand il vit dans une rue sombre une fille seule. Quand Arthur Hale fut amené dans la salle d'interrogatoire, il semblait comme s'il était venu à une conférence ennuyeuse et non à une rencontre qui déterminerait toute sa vie future. Il s'assit sur la chaise, posa les mains sur la table et passa le regard sur les murs nus, 2 détectives et miroirs unidirectionnels. Dans sa posture, il n'y avait pas une goutte de tension. Quand l'un des enquêteurs posa sur la table le dossier avec son fichier et commença la conversation, Hale l'interrompit, souriant légèrement. « Si c'est tout à cause de la voiture et de l'uniforme, je peux tout expliquer. Je suis collectionneur. C'est juste un hobby. » Cette phrase, prononcée d'un ton calme, presque indifférent, devint la première ligne de sa défense. Il tentait de présenter toutes les preuves rassemblées par la police pendant de longs mois comme un simple malentendu, résultat d'un passe-temps inoffensif. Mais les détectives qui le regardaient savaient déjà que derrière cette façade se cachait quelque chose de beaucoup plus sombre. L'interrogatoire commença méthodiquement et calmement. Les enquêteurs ne pressaient pas, posaient simplement des questions, permettant à Hale de construire son propre mensonge. La transcription de cette conversation de plusieurs heures est un exemple classique de confrontation entre calcul froid et pression croissante. « Arthur, commençons par la voiture, » dit le détective senior. « Tu as acheté une Ford de police mise au rebut. Pourquoi ?»« J'ai toujours aimé ces voitures, » répondit Hale, haussant les épaules. « Grandes, fiables, des classiques. J'ai acheté dans une vente aux enchères de propriété d'État il y a quelques années. Complètement légal. Et l'uniforme et la sirène. C'est pour les fêtes, Halloween, événements thématiques. Je me suis habillé quelques fois, c'était amusant. La sirène, je ne l'ai jamais utilisée une seule fois, elle est juste rangée. Comprenez, c'est comme un costume, partie de la collection. Il parlait de cela comme s'il s'agissait d'une collection de timbres ou de capsules de bière. Chaque preuve pointant vers sa vie secrète recevait une explication simple et quotidienne. Il tentait de normaliser ses intérêts étranges, de les présenter comme quelque chose de commun. Les détectives écoutèrent patiemment, hochant la tête, prenèrent des notes, puis ils passèrent au principal. « Parlons du siège arrière de ta voiture, Arthur. » Nos spécialistes ont découvert là une pièce. Ah, ça, Hale ne changea même pas d'expression. Je fume dans la voiture. Il y a quelques mois, j'ai accidentellement laissé tomber une cigarette. J'ai brûlé le rembourrage. Pour que le trou ne devienne pas plus grand, j'ai dû le raccommoder. J'ai pris le premier morceau de tissu que j'ai trouvé dans le tiroir de chiffon dans le garage. Chose normale. Et quel tissu était-ce ? Je n'en ai aucune idée. Une vieille veste de travail, je pense. Bleu foncé. Il admit cela si facilement que pendant un moment, on pourrait croire qu'il ne voyait vraiment rien de spécial là-dedans. Lui-même, avec ses mots, confirma l'origine du tissu. Maintenant, les enquêteurs devaient relier ce tissu à Clara Bates. « Arthur, où étais-tu dans la nuit du vendredi, 14 octobre de l'année dernière ?» C'est là que son comportement eut le premier changement presque imperceptible. Son regard pendant une fraction de seconde se figea. Il prit un peu plus de temps que normal pour choisir les mots. Je ne me souviens pas. C'était il y a presque 5 mois. Probablement à la maison. J'ai l'habitude de passer les soirées à la maison, regardant la télévision. Tu es sûr ? Peut-être es-tu sorti au centre commercial ? À la station-service ? Non, je ne crois pas. Je vis seul. J'ai une vie tranquille. La nuit du vendredi n'est pas différente de la nuit du mardi.
J'étais à la maison. Il adopta une défense fermée. Son « je ne me souviens pas » était le même bouclier que « c'est juste un hobby ». Il comprenait que sans témoin, il était impossible de prouver où il était cette nuit-là. Les détectives passèrent l'heure suivante à essayer de briser cette muraille. Ils posèrent des questions sur sa routine quotidienne, sur ses habitudes, sur les routes qu'il avait l'habitude de faire. Il répondait monosyllabiquement, ne donnant pas d'informations nouvelles. Alors, ils changèrent de tactique. Un des détectives sortit et revint avec une photographie. Silencieusement, il la posa sur la table devant Hale. C'était un portrait scolaire de Clara Bates, fille souriante aux cheveux blonds. « Tu sais qui c'est » Hale regarda rapidement la photo et leva à nouveau les yeux vers le détective. « J'ai vu sa photo aux informations. Cette fille qu'ils ont trouvée dans la carrière. Histoire terrible. » Dans sa voix, il n'y avait ni compassion, ni pitié. Juste constatation d'un fait. « Arthur, les fibres de la pièce dans ta voiture correspondent complètement, 100%, avec les fibres trouvées sur les vêtements de cette fille. » La salle resta silencieuse. Les détectives regardaient Hale attendant une réaction. Choc, colère, peur. Mais ils ne virent rien. Il resta quelques secondes silencieux, regardant un point, et alors lentement, presque paresseusement, répondit « C'est un malentendu. Coïncidence. Je ne sais pas comment cela a pu arriver. Je n'ai jamais vu cette fille de ma vie. Je n'ai rien à voir avec ça. » L'interrogatoire continua pendant quelques heures de plus, mais sans résultat. Arthur Hale niait tout. Il avait construit un mur d'explications plausibles et de trous de mémoire, et il n'arrivait pas à le briser. L'enquête avait la voiture, avait l'uniforme, avait la pièce et avait la coïncidence de fibres. Mais c'étaient des preuves indirectes. Parole de Hale contre conclusion des criminalistiques. Pour présenter l'affaire au tribunal, ils avaient un besoin de quelque chose de plus. Ils avaient besoin d'une preuve directe et irréfutable qui lierait Arthur Hale pour toujours, non simplement à sa voiture, mais à Clara Bates elle-même. Pendant qu'Arthur Hale était dans la cellule de détention préventive, continuant à nier silencieusement sa culpabilité, dans le laboratoire de criminalistique, le travail bouillonnait. Des échantillons du tissu bleu foncé de la pièce de sa voiture et des microfibres prises des vêtements de Clara Bates furent envoyés pour analyse comparative approfondie. Les enquêteurs attendaient en art cette conclusion avec une énorme impatience. Simple coïncidence visuelle n'était pas suffisante pour le tribunal. Ils avaient besoin de confirmation scientifique. 100%. En quelques jours, arriva sur le bureau du détective principal le premier rapport. La conclusion du spécialiste en fibres fut courte et sans équivoque. Les échantillons présentés démontrent une coïncidence structurelle et chimique complète. Ce fut la première victoire sérieuse. Mais ce n'était pas tout. Parallèlement à l'analyse de fibres, une autre équipe de criminalistique continuait à démonter la Ford d'Arthur Hale. Ils cherchaient ce qui aurait pu échapper lors de l'examen initial, des vestiges invisibles qui pourraient lier à jamais cette voiture à la fille disparue. Une attention particulière fut donnée au siège arrière. Ils enlevèrent tout le revêtement en vinyle, y compris cette pièce artisanale. Chaque centimètre de matériau fut traité avec des réactifs chimiques spéciaux qui font briller sous la lumière ultraviolette jusqu'aux plus petites particules biologiques. Vestiges de sang, salive, peau. Initialement, les recherches ne donnaient pas de résultats. Le siège semblait propre. Mais quand le spécialiste commença à traiter le rembourrage en mousse sous l'endroit où était la pièce, il vit un éclat faible, presque imperceptible. C'était cette piste que tous attendaient. Des échantillons de ce matériau biologique furent immédiatement envoyés pour analyse ADN. La procédure nécessitait du temps, et pour le groupe d'enquête commencèrent les jours les plus torturants d'attente. Ils avaient presque tout. Motifs, opportunités, preuves indirectes. Mais sans confirmation ADN, l'affaire pourrait encore s'effondrer au tribunal.
L'avocat de Hale pourrait construire une défense sur la théorie du transfert accidentel de fibres, sur la coïncidence, sur n'importe quoi. Mais contre le code génétique, on ne discute pas. Les résultats arrivèrent en une semaine. Le détective qui reçut l'enveloppe du laboratoire l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait un rapport de 2 pages, mais il ne lut qu'une ligne à la fin, dans la section « Conclusion ». Cette ligne annulait tout le mensonge d'Arthur Hale. Tout c'est « je ne me souviens pas » et c'est juste un hobby. L'analyse ADN confirmait avec une probabilité de 99,999%. Le matériau biologique trouvé dans le siège arrière de l'automobile appartenait à Clara Bates. C'était une preuve irréfutable. Il n'était plus nécessaire de construire des théories et des suppositions. Ils avaient un fait scientifique. Clara Bates avait été dans la voiture d'Arthur Hale. Son ADN fut trouvé profondément dans la mousse du siège, ce qui parlait d'un contact prolongé et possiblement forcé. Le mur de silence que Hale avait construit autour de lui s'effondra en un moment. Maintenant, ses paroles n'avaient aucun sens. Contre lui, ce n'était pas simplement une coïncidence de fibres, mais l'empreinte génétique de sa victime. L'enquête était terminée. Commençait le chemin vers la justice. Arthur Hale fut à nouveau amené dans cette même salle d'interrogatoire, le même environnement impersonnel, la même table d'acier, les mêmes 2 détectives assis en face. Mais cette fois, l'atmosphère était complètement différente. Disparut même l'apparence de conversation polie. Dans l'air flottait une tension lourde, presque palpable. Hale s'assit à sa place maintenant, un masque d'indifférence, mais ses yeux couraient dans la salle, évitant de regarder directement. Il sentait que les règles du jeu avaient changé. Le détective senior prit silencieusement de la table un dossier mince et le plaça directement devant Arthur Hale. C'était le rapport d'analyse ADN. Le détective ne dit pas un mot. Il regardait simplement Hale, attendant. Dans la salle s'établit un silence absolu, bourdonnant. Cette pause durait, semblait-il, une éternité. Et dans ce silence s'effondrait la dernière ligne de défense de l'homme qui, pendant presque 6 mois, avait trompé l'enquête. La scène du second interrogatoire fut courte, mais décisive. Ils donnèrent du temps à Hale pour percevoir ce qui était devant lui. Pendant quelques minutes, il regardait simplement la couverture du dossier avec l'emblème du laboratoire de criminalistique. Il ne se décidait pas à l'ouvrir. Ses mains, jusqu'alors calmement appuyées sur la table, se fermèrent en poing. Le détective, voyant son état, brisa le silence. Sa voix était calme, mais n'avait pas une goutte de compassion. « Ceci est l'avis de nos spécialistes, Arthur. Nous avons trouvé des vestiges biologiques dans le siège arrière de votre voiture. Nous avons fait l'analyse. C'est l'ADN de Clara Bates. » Chaque mot tombait dans le silence comme une pierre. Le détective ouvrit le dossier et le tourna vers Hale, pointant du doigt la ligne surlignée à la fin du document. Hale baissa les yeux. Il ne pouvait pas s'empêcher de lire ce qui était écrit là. Probabilité de coïncidence. 99,999%. Ce n'était pas une accusation. Ce n'était pas une théorie. C'était un fait scientifique. Le protocole de l'interrogatoire enregistre ce qui se passa ensuite avec une précision despassionnée. Après qu'on eut communiqué à Arthur Hale les résultats de l'expertise, il se tut complètement. Il n'essaya pas de discuter, ne parla pas de coïncidence, n'inventa pas de nouvelles explications. Son visage, jusqu'alors impénétrable, se transforma en un masque de pierre. Il regardait simplement le rapport, et dans ses yeux, selon les mots d'un des détectives, il y avait un vide absolu. Il ne dit pas un mot pendant les 10 minutes suivantes. Les détectives ne pressèrent pas. Ils donnèrent l'opportunité de percevoir que le jeu était terminé, que son mensonge, sa vie inventée, son imitation misérable de pouvoir, tout cela s'était transformé en poussière devant une preuve irréfutable. Finalement, il leva lentement la tête.
Son regard était dirigé non vers les détectives, mais vers quelque part sur le mur derrière eux. Il déglutit. Sa voix, quand il parla, était basse et rauque, dépourvue de toute assurance. « Je veux un avocat ». Ce furent les seules paroles qu'il prononça. Il ne donna pas de témoignage confessionnel. Il ne raconta pas ce qui s'était passé cette terrible nuit d'octobre. Mais dans le contexte de tout ce qui fut trouvé, son silence et sa demande immédiate d'avocat furent plus éloquents que n'importe quelle confession. Le mur de négation qu'il avait construit si soigneusement s'effondra. L'exposition fut complète. Maintenant, c'était une affaire pour le tribunal. Il n'y eut pas de confession. Arthur Hale ne raconta jamais ce qui s'était exactement passé cette nuit-là. Mais maintenant, l'enquête avait suffisamment de faits pour assembler cette mosaïque terrible. En se basant sur les preuves, les témoignages des témoins et le profil psychologique du suspect, ils réussirent à reconstruire avec une précision effrayante le tableau du crime. Cette reconstruction, présentée ensuite au tribunal, répondait à la question principale. Comment exactement s'interrompit la vie de Clara Batts? Tout commença dans la nuit du 14 octobre 2011. Pour Clara, ce fut une fin commune de semaine scolaire. Pour Arthur Hale, encore une nuit qu'il prétendait passer dans sa réalité secrète et imaginaire. Après le travail, il rentra chez lui. Et à un moment donné, sa vie commune de garde de nuit se termina, cédant la place au rôle qu'il désirait tant. Il mit son uniforme bleu foncé, prit la sirène et sortit au garage. Sa vieille Ford Crown Victoria n'était pas simplement une voiture. C'était son instrument de pouvoir, sa scène où il était protagoniste. Il sortit dans les rues de Cedar Creek, non simplement pour se promener. Il sortit pour patrouiller. Il conduisait lentement dans les quartiers résidentiels tranquilles, regardant les fenêtres des maisons, cherchant quelque chose qui pourrait perturber l'ordre dans son monde imaginaire. Et à ce moment, il la vit. Clara Bates marchait dans la rue, rentrant chez elle par sa route habituelle, figure solitaire dans le crépuscule qui s'épaississait. Pour Hale, dont la conscience était empoisonnée par un complexe d'infériorité et une soif de contrôle, c'était une opportunité idéale. Opportunité non simplement de jouer au policier, mais d'appliquer son pouvoir en pratique. Les événements suivants se déroulèrent rapidement. Hale fixa la sirène sur le toit, l'alluma et s'arrêta doucement à côté de Clara. La fille, voyant les lumières bleues clignotantes et l'homme en uniforme, s'arrêta. Elle ne s'effraya pas. Au contraire, elle se sentit en sécurité. Car depuis l'enfance, tous sont enseignés. Si vous êtes en danger, faites confiance à la police. Hale baissa la vitre et prononça la phrase qu'il avait probablement répétée dans sa tête des centaines de fois. La voix était calme et sûre, n'éveillant pas de soupçons. « Bonsoir, je suis officier de police. Dans cette zone est arrivée une communication concernant une personne suspecte. Nous vérifions. Où allez-vous » Clara, probablement, répondit qu'elle allait à la maison et pointa vers son quartier. « Il n'est pas sûr d'être seul ici maintenant. Laissez-moi vous reconduire chez vous. Ce sera plus tranquille. » Cette proposition ne pouvait éveiller de doute en elle. Homme en uniforme, dans voiture de police, offrant de l'aide. C'était manifestation de soin et protection. Elle, sans hésiter, contourna la voiture et s'assit sur le siège arrière. Au moment où la porte se ferma derrière elle, le piège se referma. Elle ne savait pas encore que de cette voiture, il était impossible de sortir sans aide du conducteur. Qu'il n'y avait simplement pas de poignée aux portes arrière. Hale verrouilla les portes. La voiture partit, mais n'alla pas dans la direction où se trouvait la maison de Clara. Elle alla loin de la ville, en direction de la carrière de gravier abandonnée. Ce qui se passa dans la voiture pendant ces minutes, il ne reste qu'à l'imaginer. Probablement Clara ne comprit pas initialement ce qui se passait. Mais quand elle réalisa qu'on ne la ramenait pas chez elle, elle commença à paniquer. Elle essaya d'ouvrir la porte, mais en vain. À ce moment, Arthur Hale ressentit pour la première fois de sa vie ce qu'il désirait tant,
pouvoir absolu et illimité sur une autre personne. La fille effrayée et sans défense, enfermée dans sa voiture, était complète opposition à lui-même, faible, rejeté par le système, raté. Il l'emmena à la carrière, lieu désert et isolé, idéal pour commettre un crime. Là, loin des yeux d'autrui, son fantasme pervers devint réalité. Ce qui se passa ensuite ne fut pas simplement une agression. Ce fut acte d'affirmation de sa supériorité, compensation pour toutes les années d'humiliation. Il n'était pas simplement Arthur Hale, gardien de nuit. Il était force, pouvoir, juge. Quand tout fut terminé, il laissa son corps près de l'eau, certain que toutes les traces de son crime resteraient là, en ce lieu silencieux et oublié de Dieu. Il se trompa. Il laissa sur ses vêtements des fibres de son vilain raccommodage. Il laissa son ADN dans sa voiture. Il laissa des traces qui, après des mois de travail minutieux, menèrent la police directement à sa porte. Ainsi, l'enquête construisit chaîne complète et logique d'événements, depuis le moment de l'enlèvement jusqu'au lieu où fut faite la terrible découverte. Le procès contre Arthur Hale commença en mai 2013, presque 1 an et demi après la terrible découverte à la carrière. Pendant ce temps, l'affaire accumula des centaines de pages de rapports, expertises et protocoles. Mais dans la salle du tribunal, toute cette pile de papier se réduisait à une tâche principale pour l'accusation. Il devait prouver la culpabilité d'hommes qui n'avaient jamais prononcé un mot d'aveu. Il devait non simplement présenter des preuves, mais les lier en une chaîne incassable qui ne laisserait aux jurés aucune ombre de doute. Il devait faire répondre l'assassin silencieux de ses actions, en se basant seulement sur des faits froids et muets. La session se déroula dans un silence oppressant. Sur le banc des accusés était assis Arthur Hale, le même homme silencieux et inaperçu qui semblait maintenant encore plus distant dans un habit carcéral ample. Il ne regardait presque pas les jurés ou la famille Bates, assise au premier rang. Son regard était dirigé quelque part dans le vide. Le procureur commença son discours méthodiquement, pas à pas construisant devant les jurés le tableau de ce qui s'était passé. Il commença avec la voiture. Sur le grand écran, ils montrèrent des photographies de la Ford Crown Victoria blanche. Le témoin, Madame Green, reconnut avec assurance l'automobile qu'elle avait vue cette nuit-là. Les spécialistes expliquèrent aux jurés que l'absence de poignées aux portes arrière n'est pas caractéristique d'usine, mais modification spéciale qui transforme automobile commune en piège. Alors le procureur présenta uniforme et sirène trouvés dans la maison de Hale. Ce n'étaient pas simplement des objets. C'étaient instruments de tromperie à l'aide desquels gardiens de nuit se transformaient en représentants d'autorité en qui il est impossible de ne pas avoir confiance. Ensuite, l'accusation passa au motif. Dans la salle du tribunal, ils lurent des extraits de cette conclusion psychologique de 20 ans auparavant. Les mots sur agression cachée et fixation sur attribut de pouvoir sonnaient maintenant non comme avertissement, mais comme prophétie. Le procureur peignait portrait d'homme dont la vie fut empoisonnée par complexe d'infériorité et soif de contrôle qu'il ne réussit pas à réaliser légalement. Ces patrouilles nocturnes n'étaient pas passe-temps inoffensif, mais forme de compenser son humiliation, se sentir fort et significatif aux dépens de la peur d'autres. La défense tentait d'objecter. L'avocat de Hale insistait que l'intérêt pour attribut policier était seulement passe-temps étrange, mais non criminel. Il affirmait qu'il n'y avait pas de preuve directe que Hale avait utilisé uniforme et sirène exactement cette nuit-là. Mais tous ces arguments se désintégrèrent quand l'accusation passa aux principales preuves. Sur la table devant les jurés, ils placèrent 2 paquets scellés. Dans l'un étaient morceaux de rembourrage de vinyle avec vilain raccommodage bleu foncé. Dans l'autre, pull de Clara Bates. Criminalistique, appelé comme spécialiste, sous serment confirma « Microfibre du vêtement et du raccommodage étaient identiques ». Ce fut la première ligne directe liant victime et assassin, mais le coup décisif était encore à venir. Le procureur appela le spécialiste suivant,
spécialiste en analyse d'ADN. Dans silence complet, il raconta comment dans le rembourrage de mousse sous le raccommodage furent découvertes traces biologiques et comment analyse de laboratoire avec probabilité de 99,999% confirma que cet ADN appartenait à Clara Bates. À ce moment, dans la salle du tribunal, ne resta pas une personne qui doutait de la culpabilité d'Arthur Hale. Son mensonge fut détruit par la science. L'avocat jusqu'au dernier tenta de créer doute chez les jurés. Il disait « Oui, possiblement la fille était dans sa voiture. Mais où sont les preuves que c'est lui qui lui causa du mal? Où sont témoins de l'agression elle-même? Où est l'arme du crime ?» Il tentait de présenter tout cela comme chaîne de coïncidences tragiques. Mais il était déjà trop tard. Les jurés se retirèrent pour délibération. Ils restèrent dehors seulement quelques heures. Quand ils revinrent dans la salle, sur leur visage, il n'y avait aucune ombre de doute. Le président du jury se leva et, regardant directement Arthur Hale, lut le verdict. Coupable d'enlèvement. Coupable d'actions violentes de caractère sexuel, coupable de meurtre au premier degré avec usage de tromperie et imitation de représentants d'autorité. Arthur Hale écouta le verdict sans une émotion, comme s'il concernait une autre personne. La sentence du juge fut finale et irrévocable. Prison à vie sans droit à liberté conditionnelle. La justice triompha. Mais même après le procès, resta une question qui ne fut jamais répondue. Pendant combien de temps Arthur Hale s'occupait de ses patrouilles et y avait-il d'autres victimes qui, possiblement, eurent pas simplement plus de chance que Clara? La sentence mit point officiel au cas d'Arthur Hale. La justice, autant que possible, triompha. Mais même après que le juge frappa le marteau, une question resta dans l'air, poursuivant non seulement enquêteurs, mais tous les habitants de Cedar Creek. Question à laquelle Arthur Hale ne répondit jamais. Clara Bates fut-elle sa première et unique cible? Aujourd'hui, Arthur Hale purge sa prison à vie dans une institution correctionnelle de régime sévère. Pendant toutes ces années, il ne donna pas une interview et ne dit pas mot de repentir. Il ne confessa jamais le fait, continuant à garder silence dans sa cellule, comme il garda une fois dans la salle d'interrogatoire. Pour le système judiciaire, il est simplement prisonnier numéro tel. Mais pour l'histoire, il resta homme invisible qui, pendant des années, cacha sous masque de médiocrité son terrible secret. Combien de fois sortit-il pour ses patrouilles nocturnes avant cette nuit fatidique d'octobre? Combien de fois arrêta-t-il voiture ou s'approcha-t-il de passants solitaires, jouissant de leur peur et de sa supériorité imaginaire? À ces questions, il n'y aura jamais de réponse. La famille Bates ne réussit pas à rester à Cedar Creek. La ville, qui fut une fois foyer pour eux, se transforma en lieu où chaque coin rappelait leur perte irréparable. Peu après le procès, ils vendirent la maison et partirent, tentant de trouver lieu où il serait possible de commencer à ramasser les morceaux de leur vie à nouveau. Leur famille silencieuse et heureuse fut détruite par hommes qui habitaient seulement quelques pâtés de maisons d'eux. Mais cette tragédie eut une conséquence à long terme. Le cas d'Arthur Hale devint précédent bruyant qui révéla lacunes dangereuses dans la loi. L'histoire sur comment gardiens de nuit ordinaires réussissent sans difficulté à rassembler ensemble complet d'équipements policiers et l'utiliser pour commettre crime causa large répercussion publique. Les autorités de la province d'Alberta furent obligées de réagir. Furent initiées vérifications et pendant l'année suivante, les règles de vente d'automobiles policières réformées et équipements pour personnes physiques furent drastiquement durcis. Maintenant, chaque tel commerce passe par contrôle rigoureux et toutes les modifications spéciales doivent être obligatoirement démontées. La vie de Clara ne pouvait plus être rendue, mais son histoire sauva possiblement quelqu'un de destin semblable. Ainsi finit l'histoire du puits silencieux du ruisseau de Cèdre. Le cas officiellement fermé, criminel derrière les barreaux, et dans les lois furent faits amendements. Mais pour les habitants de la petite ville canadienne, son vrai héritage ne sont pas formulations juridiques, sèches. C'est conscience froide et inquiétante que le monstre le plus terrible peut ne pas être étranger des chroniques criminelles, mais voisin silencieux
qui chaque matin te souhaite bonne journée. Et la question sans réponse sur combien il y en avait d'autres de ces patrouilles nocturnes restera pour toujours partie de la légende sombre de Cedar Creek.